Eh bien, une fois n'est pas coutume, je fais l'ouverture. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Avec Panache. Bonjour Raphaël, Salut Gabriel, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Parfait. Écoute, sans transition, je te propose qu'on attaque notre sujet du jour. Après longue consultation, on a réussi à se mettre d'accord sur une question neuve en Europe. Deux points. Qu'est-ce que la droite? Et pour lancer notre conversation d'aujourd'hui, je te propose l'idée suivante. La droite a été définie dans les sciences politiques françaises, mais ça faisait référence au niveau mondial, par la fameuse tripartition de René Rémond, qui avait écrit Les droites en France. Et en gros, la droite, c'est un concept politique issu de la Révolution française. Et on avait trois courants de la droite, un courant légitimiste, c'est-à-dire historiquement monarchiste, qui récusait la République, etc. Un courant orléaniste, la droite libérale incarnée par la monarchie de Juillet de Louis-Philippe, et qui s'est retrouvée après jusqu'à aujourd'hui dans les centristes, par exemple. On avait démocratie libérale dans la main de l'un. Et enfin, la droite bonapartiste. Et la droite bonapartiste, c'était très simplement une droite conservatrice paradoxale, c'est-à-dire à l'image de l'héritage de Napoléon. À la fois modernisatrice, mais par certains côtés conservatrice. Napoléon avait, dans son code civil initial, opéré une régression du statut des femmes, par exemple, et un art du pouvoir autoritaire. Voilà, avec un point très fort sur l'État. Et en fonction des circonstances, la droite bonapartiste était soit tantôt libérale, gardant l'État pour l'appareil de sécurité, soit tantôt sociale. C'est en cela d'ailleurs qu'on peut faire une distinction, je pense, entre deux bonapartismes, des Bonapartes eux-mêmes. Napoléon Bonaparte, l'origine qui est étatiste sécuritaire sans être étatiste social, et Louis-Napoléon Bonaparte, qui était, en plus d'être étatiste sécuritaire, était étatiste social. Son fameux libelle avant l'élection présidentielle de 1848, du paupérisme en France, que chacun peut trouver sur Internet, hein, c'est libre de droit, et révélateur d'une synthèse entre la doctrine sociale de l'Église et la volonté modernisatrice sous la direction de l'État. Voilà. Ça, c'était en gros les trois droites avec ses variantes. Et puis, l'histoire de la droite en France, pour faire simple et pour résumer pour notre public, c'était un mélange des trois, en fait. Jamais une droite n'a été à elle seule majoritaire, à elle seule hégémonique. Il y a toujours eu une sorte de compromis intérieur aux droites. Même dans le RPR de Jacques Chirac, on avait les trois courants. On avait Alain Juppé, on avait Édouard Balladur, on avait Philippe Séguin, on avait Charles Pasqua, et puis on avait Chirac, culte du chef. Voilà, en gros, ce qui unifiait la droite, c'était le chef. C'est le rapport au chef. Or, et c'est ça mon idée, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vit d'une certaine manière un déséquilibre des droites. C'est pas que les trois droites aient disparu, c'est que la subtile alchimie qui jusqu'alors prévalait dans la structuration politique de ce qu'on appelait la droite a été balayée. Et tout le monde nous parle de Zemmour, de Maurras, en gros de la droite légitimiste, de la réaction qui revient. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que aujourd'hui, on vit une hégémonie de la droite libérale comme jamais on en a eu, via Macron et la République en marche. De telle sorte que, ici, le problème des droites aujourd'hui, ce n'était pas l'hégémonie du camp libéral incarné par Macron. Alors, beaucoup de choses à te répondre après cette introduction très riche pour laquelle je te remercie. Beaucoup de choses à répondre parce que j'ai un certain nombre de désaccords, pas nécessairement avec toi, mais déjà avec René Rémond. Cette tripartition des trois droites, je l'ai toujours trouvée assez, comment dire, assez spécieuse et assez globalement inexacte, notamment tu l'as dit toi-même, en disant que les orléanistes, grosso modo, c'était le centre. Bon, bah, si c'est le centre, c'est que ce n'est pas la droite. Sans vouloir, sauf à se faire un épigone de François Mitterrand qui qualifiait le centre comme étant une variation molle de la droite. Pour moi, le centre est, comment dire, globalement, ceux qui ne sont plus assez de gauche pour que l'avant-garde éclairée de la gauche les assume encore comme étant eux aussi de gauche. Et là-dessus, je me reporterai davantage à l'analyse qui n'est pas française d'ailleurs, même si elle est francophone, de Mathieu Boccoté, pour lequel
toute droite est finalement une ancienne gauche passée de mode. Et c'est là qu'on voit dans le cheminement des idées énormément de points de vue actuellement défendus par la droite étaient défendus jadis par les partis se revendiquant de la gauche. D'autre part, j'aurais envie de dire que cette reconnaissance un tout petit peu mondiale, comme tu dis, des définitions de René Raymond de la droite, ne m'apparaissent pas tout à fait exactes non plus, étant donné que, comment dire, la gauche anglaise n'est pas du tout ce qu'on qualifie habituellement de gauche française. De la même façon, la gauche américaine, c'est encore autre chose. Ce n'est pas la gauche française et la gauche italienne non plus. Et d'ailleurs, ce sont des pays durant lesquels, pour désigner gauche et droite, on va beaucoup plus souvent employer libéral et conservative. C'est-à-dire que, à mon sens, n'est de vraie droite que la droite conservatrice. D'ailleurs, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, la droite, c'était exclusivement le courant monarchiste. Les bonapartistes étaient considérés comme assez singuliers et la gauche, c'était les républicains. C'était là que se jouait cette opposition. Ce qui fait que quand pour parler de la droite maurassienne de Zemmour, en son temps, Charles Maurras n'était absolument pas un homme d'extrême droite, c'était un homme de droite. Alors il était vraiment à droite, il incarnait une droite qu'on pourrait qualifier de dure, mais la dénomination d'extrême droite était inopérante à l'époque, car c'était la droite, et elle était très puissante en plus dans les urnes. C'était vraiment une droite qui pesait beaucoup. Et au milieu, il y allait avoir les Ratsock, et puis à gauche, il y allait avoir, enfin il y avait le Parti radical, et puis il y avait à gauche l'émergente SFIO, et encore plus à gauche le Parti communiste. Donc on est vraiment, qui d'ailleurs ne se définissait pas comme de gauche. Il a fallu attendre très très tard pour que le Parti communiste se définisse comme étant de gauche. Donc cette définition de la droite, quand bien même, et là je serais d'accord, le courant franchement conservateur, donc ex-monarchiste, le courant libéral centriste, c'est-à-dire orléaniste, soit des différences opérantes. Le bonapartisme a toujours été beaucoup plus flou et s'articule pour moi davantage autour de la figure d'un chef et de la nécessité de la leader d'un grosso modo charismatique. Il n'y a pas de, comment dire, de bonapartisme pardon, qui prône une direction collégiale. Le consulat, d'ailleurs, en a montré un bel exemple. C'est-à-dire qu'on retient du bonapartiste l'épisode où il était premier consul et le fonctionnement à 3 consuls n'a absolument pas fonctionné. Il n'y a pas de cominterne bonapartiste possible du tout. Le bonapartiste, c'est la figure du chef et c'est ce qui va se rapprocher beaucoup, à mon sens, d'une forme de populisme de droite, avec des nuances, bien sûr, tu l'as rappelé. Napoléon Ier était plus libéral et Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III était plus social, ce qui correspond aussi, je pense, à comment dire, au demi-siècle qui les sépare et à une industrialisation croissante de la France mêlée à l'embourgeoisement fort bien décrit par Balzac et d'une partie de la société entre les deux. Donc il y a aussi une histoire de contexte entre les deux et qui permet effectivement de définir qu'un bonapartisme plus libéral qu'un bonapartisme social. Après, là où je serais plutôt d'accord avec ton analyse, c'est que si on va rapporter ça aux différents électorats, il semblerait que Macron ait mis la main, et c'est en cela peut-être, et c'est peut-être le seul critère selon moi qui permet de le rattacher à une certaine droite, il a mis la main sur toute une partie d'un électorat qui traditionnellement votait pour la droite, qui pouvait, une autre partie de son électorat votait plutôt pour le centre-gauche, et là il a mis la main sur une partie de son électorat de centre-droite, c'est-à-dire une certaine bourgeoisie aisée et des retraités sans problème. Ce qui, depuis son avènement au pouvoir et depuis l'avènement d'un président centriste soutenu par un parti centriste, alors que Giscard c'était déjà un président centriste mais soutenu globalement principalement par la droite également. Macron c'est vraiment un centriste soutenu par son parti qui contrôle l'Assemblée avec son parti centriste, une équation assez difficilement soluble par les différentes forces de droite à l'heure actuelle. Alors, beaucoup de choses. Tac, tac, tac. Par quoi commencer? Je repars de ta réaction à René Raymond. J'ai simplement présenté la thèse de René Raymond. Bien sûr. Mais tu as dit aussi qu'elle faisait autorité maintenant un peu partout dans le monde, selon quoi je suis en désaccord.
Ça, j'ai peut-être un peu exagéré, j'en Je suis disconviens d'accord pas. avec la thèse elle-même, mais vas-y. Voilà, bon, en tout cas, c'était reconnu dans les sciences politiques. Il y avait un consensus dans les sciences politiques, d'ailleurs nourri par l'argument d'autorité que c'était enseigné à Sciences Po Paris, par exemple, pendant des années. D'ailleurs, il suffit d'observer le Zemmour journaliste qui essayait de faire de l'éducation populaire. Bref, voilà, c'est un peu, c'était comme pour ceux qui s'intéressent parmi notre public, pour Sciences Po Paris, même s'il n'y a plus de concours aujourd'hui, on conseille de lire l'histoire des relations internationales, l'histoire du 19e et du 20e, Bernstein et Milza, 4 tomes, voilà. Et René Raymond fait partie d'un des classiques. Voilà, c'est un classique, en tout cas, pour analyser les droites en France. Je suis bien d'accord que je me suis peut-être mal exprimé, c'était en tout cas ce qui faisait autorité dans le champ académique international pour l'analyse des droites en France. Parce que tu as tout à fait raison, et j'allais y venir, je pense que le concept historique de droite, si on est très honnête, on a une tradition française à se prendre pour le centre du monde, il faut être clair, mais si on est très honnête en termes d'extension, c'est-à-dire de nombre de cas, en termes de durée et puis en termes d'influence culturelle, le démocrate conservateur, en gros, la source anglo-saxonne des concepts politiques, ça me fait mal, je dois le reconnaître, ça me fait mal de le reconnaître, mais les Anglais là-dessus pèsent plus dans l'histoire politique mondiale que les Français, très clairement. Je veux dire, je crois même que dans certains pays africains, on a des partis conservateurs, alors qu'on n'a pas des rassemblements pour la République, tu vois ce que je veux dire. Voilà, bon. Ça, c'est un fait. Concernant René Raymond et sa thèse, je pense qu'en France, c'est le bonapartisme qui a à chaque fois unifié les droites. Ça, Parce que c'est comme vrai. tu l'as très bien rappelé, le bonapartisme, c'est un truc bizarre, et d'ailleurs on avait fait une émission sur De Gaulle, c'est vrai que ça revient à peu près à la même difficulté de définition. Le bonapartisme, c'est quelque chose qui se définit plus par un rapport au pouvoir, on pourrait parler de méthode, entre guillemets, ou d'art politique, plutôt que par un contenu idéologique. Donc, par certains côtés, le sceptique qui dort en chacun d'entre nous pour dire, bon, bah, il n'y a pas de différence entre bonapartisme et dictatorisme, si je dois faire un isme, entre autoritarisme. Voilà. Mais il y a quand même une singularité française, depuis Bonaparte, d'une manière de gouverner qui unifie non pas les sensibilités dites de gauche, qui sont dans un rejet qui était traditionnellement dans un rejet de la pratique autoritaire du pouvoir. Il y a l'exception communiste avec la dictature, mais c'est une dictature à la romaine, chez Marx, etc. Donc c'est le bonapartisme, c'est une méthode, un usage du pouvoir penchant à droite. Voilà, penchant à droite, et c'est vrai que c'est le culte du chef qui unifiait les droites. Et d'une certaine manière, on pourrait se dire que le bonapartisme, pour moi, la plus grande période de la droite française, et la meilleure incarnation historique de ce que ça peut être en tant qu'entité historique, à la fois intellectuelle et historique, c'est le Second Empire. C'est-à-dire que je pense que Louis-Napoléon Bonaparte est l'exemple parfait d'une synthèse réussie qui dure 20 ans quand même, des droites, où on a les différentes phases. Tu sais qu'on a une phase autoritaire, puis après on a une phase qui se détend à partir des années 1860. On a une phase libérale, puis une phase étatiste, ce qui fait qu'en fait, Napoléon III a plus été lâché par la bourgeoisie de son temps que, disons que la défaite face à l'Allemagne n'est que le dernier coup d'un arbre qui commençait déjà à être pourri, quoi. Voilà, la bourgeoisie commençait à clairement pencher côté républicain. D'ailleurs, il faut lire les ouvrages d'histoire et de sociologie historique sur la composition des banquiers républicains. En gros, la première décennie de Louis-Napoléon Bonaparte a été soutenue par ceux-là même qui, dans la deuxième décennie, ont préparé l'avènement de la République. Voilà, c'était bon. Et pardon de m'être perdu un petit peu dans l'analyse de Bonaparte, mais c'est, je pense, un très bon exemple pour bien faire comprendre aux gens ce qu'est la droite. Voilà, regardez l'histoire du Second Empire, même la fiche Wikipédia. Voilà ce qu'est la droite en France. Voilà la synthèse parfaite de la droite française. Et je voulais juste en venir à notre tradition anglo-saxonne. Je pense qu'avec Napoléon III, on a eu un conservatisme à la française. C'est-à-dire qu'une droite unifiée. Pour être très honnête, j'ai une lecture téléologique. Alors pour nos spectateurs, téléologie, c'est regarder les choses en fonction d'un but. Télos, ça veut dire but. J'ai une lecture téléologique. Pour moi, il y a une rationalité à l'œuvre dans l'histoire. C'est-à-dire que les formes historiques ont une logique qui tente à converger, puis après il y a la contingence historique, tu vois, il y a les circonstances, etc. Et en gros, de la même manière que la Révolution française, ça aurait dû être normalement une révolution à l'anglaise, c'est-à-dire parlementaire, mais il y a eu la contingence de la violence, etc. De la même manière, la droite française aurait dû devenir une forme de conservatisme,
comme on peut le voir en Angleterre. Parce que intellectuellement, et je pense qu'on pourra se mettre d'accord là-dessus, tous les éléments y tendent. Enfin, c'est assez évident quand on regarde l'ensemble des éléments, et c'est le bonapartisme, en fait, qui, unifiant les droites, fait accoucher la droite d'elle-même. C'est-à-dire fait advenir la droite au conservatisme. Et pardonne-moi de ce petit excursus un peu long, mais je pense que c'était intéressant. Voilà, il faut se dire que le bonapartisme, en fait, c'est le mailloticien de la droite. C'est ce qui fait accoucher la droite et ce qui fait exister la droite en tant que droite, c'est-à-dire, et je reprends ton concept que je pense très juste, le conservatisme. Voilà, la droite, c'est le conservatisme, et c'est pour ça que, comme dirait le philosophe Roger Scruton, comme dirait la spécialiste française de Scruton, Laetitia Strauss, enfin, je ne sais plus, Laetitia quelque chose, on pourra retrouver ça tout à l'heure. La droite française, c'est un conservatisme qui a du mal à s'avouer à cause du monopole de la gauche. Et ça me permet de faire un lien à ce que tu disais. C'est vrai qu'en France, très paradoxalement, là où dans d'autres pays, la droite se définissait à partir d'elle-même, à partir d'une idéologie propre ou d'un rapport au monde propre, en France, il y a eu un tel monopole idéologique de la gauche que la droite se définissait comme l'anti-gauche. C'est la gauche qui disait à la droite ce qu'elle était. Alors que le vrai sujet, peut-être derrière qu'est-ce que la droite, c'est la droite est-elle un contenu authentique? Y a-t-il une identité de droite qui existe, qui peut légitimement exister et qui fait qu'il y a une vraie démocratie, un vrai pluralisme? Ou est-ce que, parce que tu vois très bien que quand la gauche a le monopole idéologique, le pluralisme, il est biaisé. Parce qu'il y a ce qui est légitime et il y a ce qui n'est pas légitime, en gros. Alors, la droite, c'est un truc non légitime. Voilà, c'est les méchants, quoi. On est dans une vision manichéenne du monde. Donc, en fait, soit tu votes pour l'être, la gauche, soit tu votes pour le néant, et à ce moment-là, ce n'est pas un choix légitime, c'est tu t'es perdu. Voilà, tu as fait une erreur, tu t'es perdu, c'est une erreur. Je termine juste là-dessus, et je me demande si Zemmour, la percée Zemmour et le bloc Le Pen-Zemmour, n'est pas en train d'être une sorte d'expression de l'histoire qui remet en ordre les choses. Tu parles beaucoup, tu aimes bien l'expression philosophique de retour du réel, qui remet en ordre les choses. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas la bonne vieille manière française bonapartiste de refaire accoucher la droite, c'est-à-dire de refaire émerger un conservatisme Alors, par la force, par le chef. Alors Voilà. là-dessus, comment dire, il y a tout ce que tu viens de dire est globalement vrai, me semble-t-il. Je suis beaucoup moins spécialiste que toi du Second Empire, en revanche, mais je te fais confiance sur ce que tu as dit. J'ajouterais quelque chose d'autre qui me semble assez un peu sans lequel on peut difficilement comprendre le grand flou autour de ce que désigne la droite et de ce que désigne la gauche, c'est-à-dire le passage à partir du XXe siècle et typiquement à partir de 1917 à une notion très importante de la lutte des classes, où, grosso modo, on a été décidé de manière un tout petit peu arbitraire et principalement, je pense, de façon sémantique et pour mettre de la poudre aux yeux, cette idée selon laquelle, grosso modo, le peuple, ce serait la gauche et le patronat, ce serait la droite, ou plus largement, cet amalgame permanent qui est fait entre bourgeoisie et droite, et entre capitalisme et droite, alors que si on en revient à quelque chose d'un tout petit peu plus, me semble-t-il, fondé, c'est-à-dire l'opposition, l'importance du conservatisme dans la valeur de droite, là, je rejoindrai l'analyse du philosophe Michéa pour dire que le capitalisme est précisément le système le plus révolutionnaire qui soit, et le principal moteur de ce qu'on avait appelé le progressisme sociétal, le progressisme en matière de mœurs, et donc le capitalisme est une forme d'anticonservatisme. Alors certes, le capitalisme, on peut dire, c'est pour les possédants le moyen le plus sûr de conserver leur possession. Mais c'est un faux conservatisme, ceci. Et c'est pour ça que tout le XXe siècle qui a été rythmé par cet imaginaire de lutte des classes a pour moi mis un grand écran de fumée sur les réelles oppositions entre la gauche et entre la droite. Avec d'un côté la gauche qui serait ceux qui voudraient plus de justice sociale et la droite ceux qui voudraient au contraire, comme on a dit, libéraliser tout ça et permettre à chacun de faire son argent, ce qui tournerait toujours en faveur des mêmes, ce qui a été abondamment reproché, et à raison, hein, évidemment, comment dire, à certains discours de droite.
c'est, je pense, une terminologie qui vient de la gauche et à laquelle la droite, par faiblesse, souvent a pu prêter le flanc. Mais si on regarde un petit peu plus près, tous les conservateurs véritables, ce sont très souvent loin d'être des ultra-libéraux en matière économique. Beaucoup prônent comment dire, un interventionnisme de l'État, beaucoup prônent des mécanismes d'aide aux plus faibles, essayent de vouloir comment dire, développer le fait que chacun puisse vivre de son travail dignement, tout en étant à côté de ça des conservateurs véritables. On ne peut pas, je pense, faire, comment dire, faire l'économie de ce rappel qui me semble relativement important. Après, pour revenir sur la deuxième partie de ce que tu as dit, oui, effectivement, le bonapartisme est un moyen d'unifier les droites, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'appelle un chef, enfin s'impose un chef, et ce chef autour de lui fédère et réussit à agréger des gens de sensibilités diverses. On a bien vu, j'ai parlé tout à l'heure de Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing était un centriste, ça ne l'a pas empêché de s'agréger au général de Gaulle, quand le général de Gaulle, qui est la dernière grande figure bonapartiste, et même l'une des seules grandes figures bonapartistes françaises du XXe siècle, dirigeait le pays. Il avait agrégé autour de lui ce qu'on appelait également les gaullistes de gauche, c'est-à-dire des conservateurs sociaux. D'anciens communistes et aussi des hommes qui représentaient une droite vraiment plus dure. Il y avait toujours des anciens de l'Action française qui soutenaient le général de Gaulle. Donc on avait vraiment cette espèce de figure qui agrégeait autour de lui des gens de différentes sensibilités, chose qui est assez impossible à faire à gauche, parce qu'à gauche, on va avoir un culte de la dissidence. On a bien vu sous François Hollande, par exemple. Je veux dire, les Verts se sont désolidarisés très vite, donc l'union de la gauche, ça n'a pas marché. Je t'écoute, j'arrive. Voilà, les Verts se sont désolidarisés très vite, donc l'union de la gauche, ça n'a pas marché. On s'est retrouvé avec des frondeurs, enfin, ceux qu'on a appelés les frondeurs au sein même du Parti socialiste, où ce n'était pas possible non plus du tout de gouverner avec eux, et avec un chef qui finalement n'était plus chef. Hollande, c'était un peu l'anti-Bonaparte. Macron, à sa manière, par son retour à une certaine verticale du pouvoir, peut renouveler cette figure bonapartiste, mais qui agrège le centre-gauche et le centre-droit, c'est-à-dire finalement deux chapelles qui partageaient à peu près tout idéologiquement et qui ne s'étaient retrouvées séparées que par l'instauration d'un bipartisme à la française, calqué plus ou moins sous le modèle américain, avec d'un côté le PS et de l'autre le RPR, UMP, LR, selon les évolutions du nom de ce parti. Et à leur sortie de Sciences Po, car c'était souvent l'itinéraire des cadres politiques, généralement, on avait des élus qui s'encartaient à l'un ou à l'autre en fonction de choix de carrière, mais qui pensaient globalement la même chose, comme ils l'ont montré sur maints sujets, les plus emblématiques ayant été les référendums de Maastricht, puis de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Macron, par son omnipotence dans son camp, par la verticale du pouvoir qu'il a imposé à sa majorité, a retrouvé ce bonapartisme de forme. Il me semble néanmoins que c'est allé un peu vite pour autant que de le qualifier d'homme de droite. C'est plutôt un centriste. Et le centrisme est de droite selon la gauche. Il ne l'est pas vraiment au regard de l'histoire, étant donné qu'il a souvent été le principal agent du capitalisme, lequel est probablement le système le plus anticonservateur qui soit au niveau des valeurs. J'en arrive là à Macron. Je considère que malgré la synthèse qu'elle essaye d'opérer parmi les différentes sensibilités des républicains, on l'a vu vis-à-vis de la communication récente de son organigramme de campagne qui donne une place à Juvin, une place à Bertrand, une place à Ciotti, une place à, comment s'appelait le dernier candidat de la primaire de la droite, Barnier, mais aussi avec des choses pour les anciens ténors que sont Vauquier, Copé, ou encore Barouin ou Retailleau, tous ces gens-là, figurent autour de Pécresse. On pourrait croire qu'elle rassemble. Sa légitimité jusqu'à présent me semble mince et je ne sais pas combien de temps cela durera. Surtout qu'aucun des trois chefs historiques que sont Fillon, Juppé et Sarkozy n'est encore sorti de sa réserve. Alors, que te dire?
Je pense, pour reprendre dans l'ordre un petit peu ce que tu as dit, tu as cité Michéa et tu as évoqué une chose qui est intéressante. C'est vrai que la lecture marxiste de la politique et de l'histoire a complexifié la lecture d'ensemble. C'est très difficile au regard des traditions historiques, au regard des théories, et puis même au regard de la manière dont, qu'elles soient vraies ou fausses, on a intégré ces théories, c'est-à-dire nos réflexes, nos manières de penser, notre doxa. Ça fait aussi la politique, hein, la doxa. Je veux dire, qualifier quelqu'un de droite, c'est un geste politique. Tout ça crée une sorte d'embrouillamini qui fait que je peux comprendre que des gens de bonne volonté se sentent perdus, non pas à cause de Macron, non pas à cause de la com, non pas à cause de la triangulation. La triangulation, c'est prendre une mesure de l'adversaire pour le prendre de revers en Je politique. précise juste, c'est une mesure c'est la triangulation, et ce qui a notamment été fait et rendu célèbre par Tony Blair durant son Voilà, passage, voilà, c'était et à à Tony peu près à Blair, la c'est-à-dire même qu'il a. époque par Bill Clinton également. Voilà. Donc en gros, pour l'expliquer aux gens, Tony Blair a dit je suis le Labour, le parti travailliste, et il a pris un parti pris pro-finance qui était thatchérien, alors que le Labour était anti-thatchérien, et comme ça, d'une certaine manière, il a, pardonnez-moi l'expression, mais il a bien eu le parti, les Tories anglais, le parti dit de c'est quelque droite chose qui anglais. s'est très rarement fait dans l'autre sens. Mais Alors, qui s'est très rarement fait dans l'autre sens, et c'est pour ça, bon, on va y venir. Et c'est ce qu'a fait Sarkozy, par exemple, en France, en citant l'exemple parfait de la triangulation en France, c'est Sarkozy citant Jaurès. Voilà. Histoire d'avoir certains conservateurs sociaux avec. Bon. c'est vrai, Ce mais qui c'était une m'intéresse, triangulation de verbes, alors que celle de Tony Blair était une oui, triangulation d'actes. politique, d'actes, oui, oui, enfin de loi en tout cas. Oui, d'actes. Bon. Sarkozy, c'était de la com, là où Tony Blair, c'était vraiment de l'idéologie. Ça, on est bien d'accord. En revanche, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Michéa et au problème du marxisme dans la lecture des phénomènes politiques, c'est extrêmement, ça demanderait beaucoup de temps pour expliquer tout ça à notre public. Pour faire très simple, derrière la question qu'est-ce que la droite, il y a aussi la question qu'est-ce que la politique. Et finalement, les sceptiques un peu ignorants diront l'histoire est écrite par les vainqueurs. Oui, l'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est vrai. Bon. Et l'histoire qu'on apprend dans les cours d'histoire en France, à nos petites têtes blondes, de la maternelle à la terminale et plus si affinité, est une histoire orientée. C'est une histoire républicaine. On peut lui trouver des qualités, lui trouver des défauts. Sa principale qualité, je pense, c'est sur le papier la possibilité de débattre qu'elle offre. C'est-à-dire que c'est une histoire inclusive, réellement inclusive. C'est-à-dire qu'elle n'exclut pas les autres histoires. Un monarchiste peut s'exprimer en cours d'histoire ou en cours de philo, ses opinions. La valeur de ce libéralisme politique-là. Mais j'en reviens à mon sujet. Qu'est-ce que la politique derrière? Qu'est-ce que la droite? Finalement, je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une rationalité à l'œuvre dans l'histoire. C'est-à-dire que je pense que l'idée que l'histoire est écrite en fonction de quel vainqueur, l'idée que l'histoire est écrite en fonction de quel paradigme, est à la fois vraie et fausse. Elle est vraie empiriquement. La version officielle de l'histoire est racontée par le vainqueur, par le paradigme dominant, mais elle est fausse à terme, parce qu'en réalité, l'histoire n'est pas faite par les cours d'histoire. L'histoire précède le cours d'histoire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que la tendance à l'œuvre dans l'histoire, s'il y a une nécessité à l'œuvre dans l'histoire, c'est quand même elle, à la fin des fins, qui tranche et qui positionne. Autrement dit, je pense qu'il y a une essence de la politique et qu'au sein de l'essence de la politique, une essence, c'est-à-dire quelque chose qui est en soi nécessaire, il y a des positionnements qui obéissent à des nécessités. C'est-à-dire qu'on peut dire et de droite ceci ou cela, on peut s'amuser avec les mots comme avec des étiquettes, mais au bout d'un moment, si on veut être un peu honnête intellectuellement, il y a un sens ontologique derrière ces notions. Autrement dit, il y a deux manières d'approcher la politique. Soit j'approche la politique par la métaphysique, et je dis que être de droite ou être de gauche, c'est en fait, pour reprendre ce que tu as dit qui me semble très clair, être soit progressiste, soit conservateur. C'est donc un rapport au monde, et on peut s'amuser avec mélanger les couleurs des chaussettes, amalgamer, n'en demeure pas moins qu'au bout d'un moment, par les choix qu'on fait, soit on est plutôt conservateur, soit on est plutôt progressiste. Voilà, soit on est dans une position à la Arendt, disant que chaque génération a une dette vis-à-vis du passé, par exemple conserver le monde, conserver la civilisation, soit on a une conception de la liberté plus sartrienne, comme une sorte de fracture
Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est marrant, c'est que c'est les principaux opposants au gaz de schiste, la fracturation hydraulique du sol, sont ceux qui ont une conception fracturation hydraulique Monsanto de la liberté. Donc ça me fait toujours marrer. Ils sont, pardonne-moi ce petit excursus, on a vraiment des ignorants en face de nous. Je veux dire, on débat entre ignorants, donc je peux comprendre que les gens, quand on rajoute de l'ignorance à de la complexité, ça fait un embrouillamini. Donc essayons de clarifier ça. Il y a deux approches de la politique. Il y a soit une approche métaphysique, conservateur, progressiste. Et les deux sont légitimes. Il faut simplement être honnête. Il faut simplement dire de quelle sensibilité on se retrouve. Et je pense que ces sensibilités sont des sensibilités, ça irait très loin, mais qui sont quasiment des expressions symboliques et culturelles d'élan vitaux. Voilà. Je pense que c'est le réel lui-même qui a cette contradiction en lui-même. Pour ceux que ça intéresserait, on pourra en parler plus tard. Mais voilà, c'est à l'œuvre dans le réel. Et puis, il y a l'autre paradigme qui essaye de forcer un petit peu le réel, c'est le paradigme marxiste, qui dit qu'on est du prolétariat ou de la bourgeoisie en fonction de sa position de classe. Et comment dire? On peut considérer que le marxisme est une tentative de déformation de l'essence ou de la nature réelle de la politique. C'est-à-dire que certains philosophes, dont Althusser, tu sais, parlaient d'une sortie de l'histoire avec Marx. Je ne dis pas que le marxisme est un mensonge, je ne dis pas que le marxisme est une illusion, je dis que simplement la conception de la politique d'après le marxisme n'est pas adéquate par rapport à ce qu'est la politique réellement. Alors, Voilà. Et je termine juste là-dessus, et je suis désolé de ce long plaidoyer, j'espère avoir été clair, parce que c'est compliqué de faire court sur des sujets pareils. bien sûr. Soyons très simples, ce que Michéa a montré, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est qu'en fait la politique est différente de ce qu'en disait Marx. Et d'une Alors, certaine manière, et je termine là-dessus, est-ce que le marxisme ne serait pas la tentative par le progressisme de, voulant créer un autre monde, de créer une nouvelle définition de la politique? Mais le problème, c'est que le fameux ancien monde, c'est-à-dire le réel, résiste. Voilà. Et on a des prolétaires conservateurs et on a des bourgeois progressistes. Et donc, en réalité, et c'est une question, en plus, pour être honnête avec nos spectateurs, c'est des années de conversation entre toi et moi, je me demande si, d'une certaine manière, Dostoïevski n'emporte pas sur Marx. Nous sommes d'abord des choix moraux avant d'être des choix matériels. Alors, beaucoup de choses, et je suis assez d'accord. Déjà, puisque tu viens de faire à nouveau de citer le nom de Michéa, je ne résiste pas à rappeler que Michéa se fait fort de toujours mentionner ce fait amusant selon lequel ni Marx, ni Bakounine, ni Proudhon, pardon, ne se sont jamais définis eux-mêmes comme étant des hommes de gauche et n'en auraient jamais eu l'idée. Ce qui situe un tout petit peu la supercherie d'avoir rangé les tenants du marxisme à gauche. D'ailleurs, tu parlais d'une sortie de l'histoire avec le marxisme à l'instant. Une tentative. Une tentative de sortie de l'histoire. Enfin, tu t'interrogeais sur la définition d'une sortie de l'histoire avec le marxisme. Pour moi, c'est encore plus que ça, et tu le résumes assez bien à ta manière avec ta conclusion via Dostoïevski. Pour moi, c'est plus une sortie de la politique, le marxisme, et Certes. une analyse de la société par le biais exclusivement économique. Or, Je me permets de te couper, juste pour préciser, j'ai pris sortie de l'histoire, en fait, c'est Althusser qui oui, parle d'une tentative de sortie de l'histoire, et c'est vrai que par rapport à mon analyse, c'est sorti de la politique. Ça, je suis oui, d'accord. voilà, c'est pour moi, on est beaucoup plus face à une sortie de la politique et par, à sa manière, un triomphe de l'économicisme, ce en quoi il peut rejoindre, enfin, ce en quoi les faits ont ont montré que les plus vigoureux opposants au marxisme en matière économique, c'est-à-dire les ultralibéraux dont on parlait, voilà, étaient eux aussi dans une certaine sortie de la politique, c'est-à-dire qu'on arrivait à une, comment dire, non plus un gouvernement, mais une gouvernance qui s'abstient tout à fait du jeu démocratique, qui s'abstient tout à fait de la politique, qui se trouve un petit peu à l'œuvre dans certaines hybridations perverses de communisme et de capitalisme qu'on peut avoir actuellement dans certaines très grandes puissances mondiales. Je pense à la Chine, bien entendu, qui est, comment dire,
une terre totalement sortie de la politique, la Chine, parce qu'il y a une Source, gouvernance. camarade. Voilà, il y a une gouvernance totale qui s'abstient totalement des rapports de force politiques et qui se fait comme ça par un biais totalement de contrôle des populations et par un biais essentiellement économique à partir du moment où il y a planification, il n'y a plus vraiment de politique de manière générale, puisqu'on a le plan et on applique le plan et la politique disparaît globalement. C'est un petit peu pareil, toute proportion gardée, vis-à-vis des ambitions européistes également. L'Union européenne, à sa manière, avec un poids écrasant de l'administration et une place très très réduite aux politiques, est à sa manière une certaine forme de sortie de la politique, prône en tout cas, parce que l'Union européenne est un chantier jamais vraiment fini et qu'elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Donc on est vraiment dans une sorte de disparition totalement de la vie politique et des enjeux politiques par le biais d'un économicisme. Voilà, où l'économique va régler tout et va interférer et va tout régir. Donc c'est là-dessus le legs de Marx qui finalement a été compris par très souvent les ex-marxistes. En France, je pense notamment à quelqu'un comme Alain Minc, qui va être l'un des plus grands apôtres de cette gouvernance, et qui n'est foncièrement pas quelqu'un de très très démocrate, Alain Minc, et qui se trouve être un ancien marxiste. En l'occurrence, je crois même qu'il était Mao, Alain Minc, à la grande époque. Donc, on va se retrouver là avec le marxisme qui, pour moi, a abouti in fine à une dépolitisation, c'est-à-dire à une réduction des enjeux politiques aux seuls enjeux économiques. Alors entendons-nous, les enjeux économiques sont absolument fondamentaux, ils régissent des parts très importantes de nos existences et ils sont l'objet de conflits et de luttes qui sont généralement amplement justifiés, ou en tout cas toujours légitimes. Les querelles économiques, les querelles sociales sont très importantes. Ceci étant, cela ne fonde pas une véritable opposition politique. Cela ne suffit pas à définir la droite et la gauche. Et c'est ce paradigme selon lequel, le deuxième paradigme, donc, selon lequel nous aurions eu d'un côté, que j'avais mentionné moi-même d'ailleurs, d'un côté ceux qui se battaient pour la dictature du prolétariat et de l'autre côté ceux qui se battaient pour renforcer le pouvoir du patronat, en schématisant à l'extrême bien entendu, qui serait la gauche et la droite. Et c'est cette supercherie qui a totalement étouffé l'aspect conservateur profond qui, pour moi, définit la droite, est de droite qui est profondément conservateur et va être conservateur, comment dire, à tout point de vue, que ce soit sur des questions sociétales, sur des questions écologiques aussi. Hein, l'écologie est un conservatisme à la base, sur des questions régaliennes également. Tout ceci, pour moi, est le véritable conservatisme et la véritable droite. Ce qui m'amène à dire que, contrairement à tout ce qu'on nous raconte sur la grande droitisation de la France actuellement, nous avons ce qu'on appelle la droite en France, qui en réalité n'est plus de droite depuis longtemps. Et c'est là où je vais être globalement d'accord avec Zemmour. Quand il dit que la droite a trahi depuis longtemps, depuis Chirac et même quasiment depuis sa suggestion à Giscard et aux réformes du giscardisme, qu'on peut rappeler quand même assez nombreuses et le contraire de ce que doit être une politique de droite, hein, que ce soit le regroupement familial, que ce soit le collège unique. Excuse-moi, depuis même Pompidou, en fait. Si on veut Oui, être honnête après, historiquement. mais je visualise un petit peu moins le bref mandat de Pompidou. Donc, c'est pour ça que je parlais surtout de Giscard. Mais Giscard était ministre de Pompidou. Donc, il y a une continuité à ce niveau-là assez importante. Mais toutes les réformes de Giscard sont des réformes totalement progressistes, en réalité, qui suffit à lui dénier le simple qualificatif d'homme de droite, quand bien même il est souvent été considéré comme tel, voire même qu'il ait eu comment dire, la volonté de s'auto-définir comme tel. Pour moi, ce ne peut pas être considéré comme le moindre conservatisme, en réalité.
Ce qui m'amène donc à conclure sur cette absence de droite en France, et qui me permet de boucler la boucle avec ce que je disais en préambule, c'est-à-dire avec mon rappel de Bock-Côté, selon lequel toute droite en France, et enfin globalement dans le jeu politique, est une ancienne gauche. On parlait tout à l'heure de l'analyse de René Raymond, du retour des trois droites. Soyons honnêtes, la droite monarchiste n'existe plus en France. Il n'y a plus de monarchistes en France aujourd'hui. Il n'y a quasiment plus que des républicains. Et les rares fois où j'ai vu des partis monarchistes se présenter aux élections, c'était une fois à des européennes, voilà, ils ont fait 0,12% ou quelque chose comme ça. On ne pouvait même pas avoir, enfin, ils n'avaient même pas eu assez d'argent pour imprimer leurs bulletins. C'était aux gens de les imprimer eux-mêmes chez eux pour les mettre dans les urnes. C'est dire à quel point cette droite monarchiste n'existe plus. Quant aux conservateurs véritables, il y en a encore quelques-uns, évidemment. Mais qui aujourd'hui, que représentent aujourd'hui les opposants à l'avortement en France? Rien du tout. C'est peanuts. Et les rares et les véritables opposants, en plus, pour brouiller un tout petit peu le jeu, les opposants à l'avortement en France vont souvent se retrouver, enfin souvent, vont parfois se retrouver dans des proportions assez importantes par rapport à l'effectif total de cette population, parmi la communauté musulmane, que d'ordinaire personne ne va ranger à droite, et qui souvent d'ailleurs ne votent pas à droite, la communauté musulmane, alors que sur le principe, dans la version la plus rigoriste qui peut se retrouver, il y a énormément de points communs avec ce que proposent les partis considérés comme les plus à droite sur le plan sociétal. D'où ce grand embrouillamini et grosso modo cet oubli dû à l'influence du marxisme sur la partition politique, sur le jeu politique, ce grand embrouillamini des questions, je sais que tu n'es pas forcément très friand du terme, mais des questions civilisationnelles en réalité, des questions philosophiques qui vont gouverner le mode de société selon lequel on le veut vivre, c'est-à-dire ces questions de mœurs, ces questions de ce qui est permis entre individus. Alors, beaucoup de choses. Pour essayer de reprendre tout ça en ordre, très simplement, finalement, notre émission, et le titre de notre émission, qu'est-ce que la droite, l'a fait même de se poser la question, et la preuve de la victoire idéologique, culturelle et donc historiographique du marxisme. Normalement, cela ne devrait pas être évident, parce que tout demande à être pensé, à être approfondi, mais cela devrait être relativement simple de distinguer deux tendances profondes, si ma thèse métaphysico-ontologique est juste, si c'est quasiment des excroissances de la vie. Tout ça. Bon. Or, le fait qu'aujourd'hui, on ait tellement de difficultés à définir la droite prouve que d'une certaine manière, il y a une occultation historique, quasiment une opération de grand reset pour nous faire oublier ce qu'était la droite. Parce qu'à oublier ce qu'était la droite, même, je termine juste, même des intuitions de droite, des spontanéités de droite, ne peuvent plus se penser comme telles et donc agir comme telles. Je ferai juste une toute petite incise. Je suis relativement d'accord avec ce que tu as dit. Ceci étant, nous parlons de la droite, mais dans cette, comment dire, par la lecture qu'on fait, on s'aperçoit très vite que à ce niveau-là, il devient également très difficile de définir la gauche, malgré tout. En gros, les concepts de droite et de gauche sont, à titre personnel et à titre philosophique, je ne conseille pas l'usage de ces concepts. Parce que ce sont des concepts qui créent plus de confusion qu'ils n'apportent de clarté. Alors, il y a une pragmatique du concept. Il y a une pragmatique du concept. Hein. Un concept, c'est quand même censé être un outil d'identification intellectuelle. Donc, s'il crée de la confusion, on l'abandonne. Ce qui est très intéressant pour aller jusqu'au bout, ce sont des chevaux de Troie. Sauf que, en bonne rigueur et en toute raison, on pourrait se dire qu'il y a fondamentalement deux camps. Il y a deux attitudes par rapport à la vie, par rapport au réel, par rapport au monde. Donc la droite, c'est le cheval de Troie du conservatisme. La gauche, c'est le cheval de Troie du progressisme. Et c'est là qu'arrive la petite nuance qui explique, et à mon avis éclaire tout, c'est que le concept de droite et le concept de gauche sont les chevaux de Troie d'un même camp, le progressisme. Autrement dit, le progressisme s'est appliqué à lui-même sa propre leçon et sa propre découverte assez géniale. C'est en déterminant la grammaire, la manière de nommer le monde, qu'on organise la vision du monde et donc qu'on a un contrôle total sur les esprits. Autrement dit, ce qui est génial, c'est que la gauche n'a pas pris le pouvoir sur la manière de se nommer elle-même, elle a pris le pouvoir sur la manière de nommer son ennemi. Donc, tout le champ démocratique, qui est d'abord un champ de pensée, un champ d'expression et un champ de reconnaissance de soi, est conditionné par la grammaire de gauche.
C'est pour ça que finalement, les opposants au système, pardonnez-moi vraiment tout le monde, mais sont vraiment baisés. Tu joues, c'est comme si tu étais aux échecs et que tes pions à toi étaient en fait, et les coups que tu allais faire étaient en fait déterminés à l'avance par ton adversaire génial qui te laisse croire que librement tu fais tel coup et qui en même temps est en train de préparer une parade qui non seulement sera victorieuse, mais en plus sera doublement esthétique, c'est-à-dire qu'il t'aura tellement laissé croire pendant longtemps que c'était toi qui faisais tes coups alors qu'en fait c'était ton plan à toi, que tu es en plus humilié. Non seulement tu perds, mais en plus tu es disqualifié. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le fondement de cette histoire, c'est de qualifier les choses, c'est-à-dire de donner une valeur aux choses. C'est pour ça que je comprenais très bien ton envie au début de dédiaboliser, non pas la droite, mais en fait le conservatisme. Parce que dès lors qu'une chose est diabolisée, et le terme diabolisé, je pense en lui-même, devrait être source de mise en abîme et de réflexion infinie de nos auditeurs. Mais dès lors que tu es disqualifié moralement, c'est même pas que tu es disqualifié politiquement, tu ne peux même pas apparaître en politique. Parce que la morale, c'est comme une sorte de l'antichambre de la politique. Du point de vue linguistique, on pourrait reprendre Freud. Tu sais, la zone intermédiaire chez Freud, le préconscient, inconscient, conscient, le préconscient, c'est le langage. Et c'est pour ça que tous les mecs disaient que le langage, c'est le pouvoir. Parce que le langage, c'est en fonction, c'est là que tu ferais la hiérarchie symbolique. Bon. Je reviens à mon histoire, au départ. Qu'est-ce que la droite, le fait même de poser la question, indique le problème? C'est une signature du problème. Parce qu'il y a une occultation. Et soyons nietzschéens, moi j'assume, mais soyons nietzschéens, gagner la bataille dans l'effort entre les forts et les faibles, c'est gagner le pouvoir d'occulter, au sens de obtenir le pouvoir d'occulter. En fait, tu fais oublier au fort qu'il est fort. Et c'est en cela que Nietzsche, d'ailleurs, je pense regarder ce qu'on appelle la gauche comme la victoire absolue des faibles. Et je le dis d'ailleurs pour l'histoire et pour la postérité, ce n'étaient pas les juifs, en tant que juifs chez Nietzsche, qui étaient visés, c'était ce qu'il appelait la morale du ressentiment. Autrement dit, il n'y a pas d'antisémitisme derrière ça. C'est simplement une analyse vitaliste des phénomènes politiques avec laquelle je suis assez d'accord dans le fond. Pour aller au bout de l'affaire, c'est pour ça que j'ai dit Dostoïevski, hein, je veux dire, je suis cohérent là-dessus. Pour aller au bout de l'affaire, je pense que non seulement la droite s'est fait occulter, pour citer Mallarmé, c'est l'absente de tout bouquet. Or, une démocratie pluraliste, il faut quand même des roses de différentes couleurs dans un bouquet. Hein. Le problème, c'est que là, c'est monocolore. Et l'autre chose, c'est que je pense que, comment dire, il est sain de retrouver la vérité du réel. Et je voulais revenir sur ce point-là par rapport à ce que tu disais. Tu m'as repris, au début, je t'ai dit oui, sur pas sorti de l'histoire, sorti de la politique. Et j'ai réfléchi en t'écoutant. Et en fait, non, je persiste et je signe. Sorti de la politique, c'est sorti de l'histoire. Oui, aussi, je suis Non, mais d'accord. je m'explique juste pourquoi. C'est pas que la politique fait ou serait l'histoire en elle-même, c'est que l'histoire, comment dirais-je, la politique, c'est à la fois un lieu de choix, si on parlait de lieu au sens symbolique, et c'est en même temps un lieu de connaissance, de révélation. C'est-à-dire que par la politique, on apprend ce qu'il y a dans le réel. Et juste, pour aller très vite, je pense qu'à vouloir brouiller la représentation politique du réel, on veut véritablement créer une sorte d'éternité et juste quelques indicateurs de cela. L'homme nouveau, le bonheur éternel, on voit bien qu'il y a une vision quasiment religieuse du post-capitalisme dans le marxisme. C'est véritablement l'abolition paradoxale hein, pour la philosophie de l'histoire que c'est. C'est une philosophie de l'histoire qui s'autodétruit. Hein, je veux dire, c'est qui veut détruire l'historicité des choses, puisqu'une fois qu'on est arrivé à l'homme heureux, on est dans la béatitude. Et là-dessus, Marx est kantien. Enfin, en gros, on est dans la joie extatique d'être. Voilà, face à Dieu. Et je terminerai juste un truc par rapport à ce que tu disais pour nos téléspectateurs. Toute ton analyse est en partie inspirée par les travaux d'Alain Supiot, pour être honnête, hein, je veux dire, il faut donner nos bibliographies. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce que Supiot montre très bien, c'est comment, d'un côté, finalement, tu as tout à fait raison, c'est que la planification est partout maintenant. En Chine, c'est la planification explicite, étatique, censure, etc., avec de l'ultralibéralisme technologique. Dans l'Europe et les États-Unis d'aujourd'hui, l'Occident, la planification est un peu plus perverse. Elle est dans la manière de vivre. Il y a eu des théories que je trouvais très intéressantes là-dessus de l'apicratie. C'est-à-dire qu'on te laisse parler, on te dit que tu es maintenant fonctionnant en projet. En revanche, chaque geste de ton intimité doit être planifié, mis en application, téléphonique, etc. On voit bien qu'il y a une sorte de planification qui dit pas son nom dans tout ça.
pour un but religieux, en fait. C'est pour ça que Alors, je pense que, je termine juste là-dessus, on est face à un dogmatisme terrible. On est face à un vrai dogmatisme terrible, c'est-à-dire qu'on essaye d'organiser ta vie en vue d'un but religieux inavoué. Et ça, c'est, je ne veux pas faire mon philosophe des Lumières facile, mais là, pour le coup, il y a un vrai enjeu philosophique oui. pour la Alors, liberté de penser. pour te répondre très très rapidement sur pourquoi j'ai dit que c'était plus une sortie de la politique qu'une sortie de l'histoire, tu as raison de dire que sortir de la politique, c'est sortir de l'histoire. C'est parce que tu avais dit que la question qu'est-ce que la droite revenait à dire qu'est-ce que c'était que la politique. C'est pour ça que j'avais dit que la réponse apportée par les marxistes correspondait à plus qu'à une sortie de l'histoire, à une sortie de la politique. Mais ça correspond aussi à une sortie de l'histoire. Mais ça me semblait plus pertinent de le dire comme ça. Sur comment dire la planification, je suis d'accord avec tes prolongements. Effectivement, c'est des choses que j'ai pu lire chez Supio. Et quand je vois une autre absence comment dire de politique et de règne de la planification, ne serait-ce que dans le dogme qu'il y a dans les campagnes électorales, et par essence la présidentielle en France, cette espèce de religion du programme qui est grosso modo nous allons voter pour une planification, qui est pour moi Le de programme, l'antipolitique. c'est le progrès. Exactement. Le programme, pour moi, l'idée même de programme présidentiel, c'est anti-politique totalement et comment dire, anti-démocratique quand il réfléchit bien. Là-dessus, encore autre chose sur lequel encore quelque chose dont tu as parlé et avec lequel je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que je pense qu'il faut autant que possible éviter, lorsqu'on parle de politique sérieusement, évidemment, parfois on est obligé d'utiliser ces termes pour vulgariser ou pour aller vite ou par abus de langage, etc. Essayer autant que possible de s'abstenir d'utiliser les termes de droite et de gauche, qui finalement embrouillent tout le monde, ne correspondent parce que personne n'y met vraiment les mêmes choses derrière, parce que certains décrètent des OPA sur ces termes. Moi, ce que je trouve assez fascinant, je vais donner un titre d'exemple, c'est selon les enquêtes d'auto-positionnement des Français politiques, on en avait, je crois, dans la dernière qui avait été menée, si je ne dis pas de bêtises, par le Cevipof, il y a de ça 1 an et demi, 14% des Français seulement qui se déclaraient de gauche. Et ce qui m'avait marqué, c'est que parmi ces 14%, la plupart passaient leur temps à se nier entre eux le fait d'être de gauche, en disant non, lui, il n'est pas vraiment de gauche, lui, il n'est pas vraiment de gauche, lui, il n'est pas vraiment de gauche. Donc, ce qui veut dire que si on en arrive à ça, on en avait maximum ces gens-là qui reconnaissaient à moins de 5% de la population totale le qualificatif d'être de gauche et qui, pourtant, sans honte, enfin toute honte bue, pour reprendre une expression que j'aime bien, se déclarait parfaitement légitime pour diriger le pays de manière démocratique selon des principes de gauche. C'est-à-dire, c'était grosso modo un ultra-minoritarisme assumé et autoritaire, finalement. Donc, ces catégories ne disent pas grand-chose. De la même manière, beaucoup de gens, on l'a vu actuellement avec Pécresse, qui se dit de droite et qui finalement n'est par bien des aspects qu'une centriste et n'est pas réellement, comment dire, ne correspond en rien de ce qu'on va appeler la droite conservatrice réellement. Pécresse est tout sauf une conservatrice et les exemples abondent. Là encore, on peut dire la même chose pour Juppé, qui était quand même pas vraiment un homme de droite. On l'a vu dans sa candidature la dernière fois. Je ne vois pas tellement ce qui le sépare d'un Dominique Strauss-Kahn, quand on y réfléchit bien, ou d'un Bernard Kouchner sur le fond de la politique. Donc là encore, on est dans quelque chose, dans des catégories qui finalement nous embrouillent totalement, et l'opposition entre progressistes et conservateurs, avec de chaque côté tout un tas de nuances sur la question sociale. On peut être extrêmement conservateur et en même temps avoir une fibre sociale très très prononcée, ou au contraire être conservateur et avoir une peu de fibre sociale. De la même manière, on peut être progressiste et avec une attention très soutenue aux questions sociales, ou à l'inverse, progressiste et ultra-libéral par bien des aspects. Donc tout ceci sont plutôt des nuances. Le marxisme, pour moi, apporte tout un nuancier qui va colorer d'un côté le camp conservateur et de l'autre le camp progressiste, à supposer qu'il y ait vraiment deux camps. Parce qu'on se retrouve aussi aujourd'hui
Et tu parlais un peu plus tôt d'histoires écrites par les vainqueurs. Les histoires sont écrites effectivement par les vainqueurs, mais pas forcément les vainqueurs des guerres, les vainqueurs des batailles idéologiques. Je dirais même à l'inverse, et quand je dis bataille idéologique, c'est pas forcément bataille électorale ou bataille politique, la victoire appartient à celui qui écrit l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'écris l'histoire, c'est moi qui détermine qui a gagné, qui a perdu, qui a raison et qui a tort. Et on se retrouve aujourd'hui, et c'est toute la querelle qu'il peut y avoir autour de l'école publique actuellement, de l'enseignement public, des programmes d'histoire, mais pas que, avec grosso modo des camps ultra minoritaires qui imposent une lecture de l'histoire, bon, pas autant que dans certains fantasmes purement réactionnaires, mais qui malgré tout imposent une lecture de l'histoire et une lecture de la société qui est archi minoritaire à l'heure actuelle, mais qui essaie et qui endoctrine. Et ce, alors même que ce sont des gens qui ne se sont pas présentés devant les urnes et qui ont procédé souvent par réseau, par cooptation, par petits arrangements et petits compromis. Donc on se retrouve voilà, avec ceux qui écrivent l'histoire, qui déterminent qui sont les vainqueurs et qui sont les perdants, et qui décernent les bons et les mauvais points. Voilà, et ce sera, Alors, je pense, vu que l'heure est déjà avancée, ma dernière intervention, sauf si, dans ta conclusion, tu me fais réagir trop virulemment. je ne vais pas jouer au piano sur ton système nerveux alors que tu as sûrement envie d'aller faire pipi, ne t'inquiète pas. Très rapidement, deux choses. Les vainqueurs qui écrivent l'histoire sont en apparence les vaincus. Pour le dire autrement, il faut être un vaincu en apparence pour être un vainqueur idéologiquement. L'exemple le plus parfait, c'est l'histoire, je termine. L'exemple le plus parfait, c'est le génie politique du christianisme. C'est-à-dire comment une petite religion de Judée a pu conquérir l'Empire romain, qui est le Dark Vador de l'époque sous stéroïdes. C'est très simple, par la force du martyr. Et je rappelle à tout le monde qu'en grec, martyros, ça veut dire le témoin. L'exemplarité, c'est-à-dire la sainte jetée au lion. Et ben, quand tu es une sainte jetée au lion, c'est pas sympa pour toi, je suis d'accord, parce que tu vas te faire bouffer. Mais d'un autre côté, tes idées ont de très grandes chances de gagner, parce que tu incarnes le faible, enfin, CF Nietzsche pour tout le monde. Alors, Tu voulais pour réagir? rebondir très rapidement là-dessus, je ne suis pas d'accord. Pour moi, cette histoire écrite par les vaincus est un renversement récent, et tu cites surtout un contre-exemple absolu plutôt qu'un exemple. Grosso modo, si c'était à partir de 1870 les monarchistes qui avaient écrit l'histoire de France, non, c'était plutôt les républicains malgré tout qui l'ont écrite à partir de leur Non, victoire. Mais bon, on ne va pas se non, lancer dans un non, grand débat là-dessus. non, mais en revanche, non, je pense que j'ai raison là pour le coup, au sens où c'est vrai. L'exemple chrétien est un très bon exemple d'une apparence de vaincu qui, par les qualités propres à l'apparence de vaincu, c'est-à-dire la faiblesse, pour aller vite, l'image de la veuve et de l'orphelin, et je veux dire que la crèche là-dessus, c'est quand même pas mal comme dispositif idéologique, euh, est le vecteur absolu d'une victoire culturelle. Oui et Si tu non, prends dans la cette mesure où approche, beaucoup d'autres religions ont été, elles, totalement vaincues à la même époque. Je veux dire, les manichéens étaient très très puissants à une époque pendant des oui, oui, siècles oui, en Asie mineure et en Asie centrale. Eux, ils ont été totalement balayés et il n'en reste rien. je suis pas d'accord parce que là, à mon avis, tu fais une petite erreur, si je me puis me permettre. Tu fais une petite erreur entre ce que ou alors je m'exprime pas assez clairement, mais je pense que tu fais peut-être une petite erreur d'interprétation. Bien évidemment qu'après, il y a des courants au sein du christianisme et qu'il y a des batailles. Je te parle d'une manière plus large. Je te dis, si tu prends le message chrétien, avec toute sa diversité et sa nuance, l'a emporté sur le message romain, Hmm. c'est-à-dire le paganisme institutionnel autoritaire, parce que c'est ça le message romain, qui était pourtant très fort. C'est là où il y avait, allez, on va parler d'une manière un peu plus vulgaire pour notre public, parce que c'est vrai que c'était assez intense aujourd'hui. C'est là où il y avait la thune et les armes. Hmm. Donc, normalement, ils offraient beaucoup de choses, les Romains, puis en plus, ils n'étaient pas regardants sur ta religion, etc. Ils n'allaient pas voir dans ton caleçon ce qui se passait, mais le message chrétien l'a emporté par son apparence de vaincu, qui, et je rebondissais tout simplement en continuité de tout ce qu'on a dit, et souvent, tu disais, on est un vainqueur qui écrit l'histoire, non pas quand on est le vainqueur de la guerre, mais quand on est le vainqueur de l'idéologie. Et je dis souvent, c'est celui qui semble à portée d'épée de l'autre, en position de faiblesse absolue, qui, s'il a un message nouveau, avec des qualités propres, a de grandes chances de l'emporter idéologie. C'était ça, ma simple thèse. La deuxième chose, puisque l'heure tourne aussi, la deuxième chose que je voulais dire
par rapport à tout ce que tu disais. Ce qui est assez intéressant, c'est que, comment dire, finalement, la gauche et la droite, on l'a dit, sont des concepts qui créent plus de confusion qu'ils n'apportent de clarté, et nous obligent à faire une mise en abîme de la mise en abîme. C'est-à-dire qu'ils nous obligent à dire aux gens, regardez l'usage de ce concept et les effets politiques de cet usage, puis ensuite, mettons en abîme ce concept pour vous révéler ce qu'il occulte, et ensuite voir la vraie nature de la politique. Donc, d'une certaine manière, il y a 3 étages d'analyse, ce qui rend le travail de désoubli, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le travail de réminiscence pour retrouver la vérité, extrêmement compliqué. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, nous avons eu une discussion passionnante aujourd'hui, mais la première chose que nous diront les gens en écoutant notre discussion, c'est qu'il y a énormément de choses. Sous-entendu, il y a énormément, ce n'est même pas des éléments, mais de couches. Voilà. C'est pour ça que d'une certaine manière, dans un débat critique, honnête, sur la politique, quand tu as notre approche critique, tu es quasiment perdant sur un plan démagogique. Tu vois ce que je veux dire en termes d'effet de foule, parce que ça va demander tellement de temps, tellement d'effeuillage, tellement pour le coup, c'est vraiment philosophé, hein, c'est-à-dire briser tellement de tabous, de réflexes, on parlait de symbolisation, c'est-à-dire que quand tu te dis de droite, tu es honteux, etc. Ça demande Mais tellement tu ne te de dis pas de réformes. droite, c'est les autres qui te le disent et ils te le reprochent. Voilà. Mais quand tu te poses la question, tu vois ce que je veux dire, ça demande tellement de réformes sur soi, d'attente, de discussion, d'approfondissement, que la discussion est presque impossible Bien aujourd'hui. sûr. Je ne parle même pas des réseaux sociaux, hein, ça peut se faire dans un café. Et je terminerai juste là-dessus. Je ne pense pas, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un retour du réel. Je pense que le réel frappe à la porte dans les communautés d'intuition, mais dans la superstructure idéologique, pour parler de Marx, c'est-à-dire dans les discours, les représentations, le réel est loin d'avoir pété la porte. Hein. La barrière est encore très forte, parce qu'elle est en nous, la barrière. Hein. Elle est en chacun de nous, je veux dire. On est conditionné quand même par cette sémiologie, ce vocabulaire. Et je terminerai juste là-dessus. C'était le Sevipov qui m'avait fait penser à ça. Il est très intéressant de voir que beaucoup de gens, parce que c'est honteux d'être réellement de droite, beaucoup de gens se disent de gauche. Et puis, sur des sujets particuliers, tu sais, c'est toujours le détail qui révèle l'ensemble. Sur un sujet particulier, tu as cité l'école, c'est génial. Le nombre de profs qui se disent de gauche, parce que quand tu es prof, c'est dur de se dire de droite, hein, en salle des profs, etc. Et puis, quand tu leur parles de l'éducation, etc., je prends un exemple un peu tiré de la vie courante, mais et que tu en as un qui te dit dans un transport, tu sais, presque en catimini, comme ça, en disant mais qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries? Et tout d'un coup, il y a une sorte de conservatisme qui sort de lui comme la renaissance du phénix de Dumbledore, ça fait sourire, parce qu'effectivement, d'un côté, tu as l'enquête du Sevipov, de l'autre, tu as tout d'un coup une personne, si tu veux, c'est comme une envie de pisser, quoi. Il y a tellement une vérité de soi qui sort que, bah, paf, ça sort. Et à la fin des fins, tu le regardes et tu lui dis, bah alors, pour qui tu vas voter? Et là, tu vois le pavlovisme. Et il va faire le vote contraire à son intuition. Ce qui est, en fait, je pense que, je termine là-dessus, et je termine sur mon nietzschéisme, il y a une sorte de poison distillé. C'est-à-dire que ça nous met en contradiction avec nous-mêmes et ça nous met mal à l'aise parce que d'une certaine manière, sans trop le savoir, on ne vote pas ce qu'on pense, ou plutôt ce qu'on sent. Et je pense que ça fait vomir. D'où la colère. J'aurais du coup envie de rebondir sur une Vas-y. toute petite chose et je pense que ça offrira la réponse à la question que tu posais en ouverture, à savoir qu'est-ce que la droite. Tu as dit on va avoir des gens qui se disent de gauche et qui, au bout d'un moment, sur un sujet, dirait qu'est-ce que c'est que ces conneries. Et ben, ça illustre quelque chose que j'ai très souvent observé, c'est-à-dire que on peut être de gauche sur plein de sujets, énormément de sujets, et au bout d'un moment, il y aura un sujet sur lequel on ne souscrira pas à ce que dit la gauche, et il suffira de ça pour ne plus être de gauche, pour être de droite. Parce que on a toutes les cartes sauf une, et cette carte-là, on ne l'a pas, on est de droite. À l'inverse, quelqu'un qui va avoir toutes les cartes dites de droite sur les sujets et on aura une de gauche, bah, il restera aussi de droite. C'est-à-dire que qu'est-ce que la droite? C'est tout ce que l'avant-garde éclairée du progressisme désigne comme tel. Et c'est tout.
Ce n'est rien, c'est tout ce dont la gauche ne veut pas. Et là-dessus, je répéterai ce que j'ai dit en ouverture, c'est-à-dire, globalement, la droite, c'est l'ensemble des anciennes gauches, dont la gauche aujourd'hui ne veut plus. Et je terminerai là-dessus, vraiment une phrase. Ça révèle la nature profondément religieuse et Sectaire. dogmatique, sectaire. Mais donc, une religion, c'est une secte qui a réussi, il Oui, faut quand bien même se sûr. rappeler. La religieuse et dogmatique de la chose, comme exactement ce que tu dis, ça doit être, c'est la pureté dangereuse de notre ami Zweig, si je ne me trompe pas. Non, c'était la pitié dangereuse, mais il a aussi un passage sur la pureté dangereuse. Si tu as 0,1% d'impureté, tu es sorti du groupe. C'est C'est ça. typiquement les sectes. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'on se rend compte, et alors le paradoxe, c'est comme ça une ambition révolutionnaire, c'est la révolution qui dévore ses propres enfants. Si il y avait 5 éléments, bon, bah, tu possèdes les 5 réellement ou hypocritement et tu t'en sors, tu es membre du groupe. Mais sauf qu'ils en rajoutent toujours. Ouais, Ça ne s'arrête ouais, jamais. C'est comme tu sais, comment on appelle ça, là, les lettres pour les LGBTQI+. ouais. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a même certains d'entre eux qui se disent, et puis merde, ça commence à être trop chiant. Tu sais, tout bêtement, ça commence à être super chiant d'essayer d'être dans la ligne du parti, quoi. Parce Et que, c'est je veux ça, dire, le parti sachant qu'en n'arrête pas de plus, faire. les anciens éléments, certains sont rejetés. Enfin, Mais oui, l'exemple typique que je donne, c'est, je rappelle toujours que dans les années 70-80, Jean-Pierre Chevènement, c'était l'aile gauche du PS, qui était un parti considéré comme beaucoup plus à gauche que ce qu'il est que ce qu'il était sous Hollande. bah maintenant, c'est la Aujourd'hui, droite de Zemmour. Donc, tu parles à des gens qui se définissent comme étant de gauche aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement, c'est la droite, c'est un réac, etc. Mais il n'a pas changé, lui. C'est l'axe de positionnement, ce qui suit, comme on dit, comme on aime souvent le dire, une sorte de mouvement sinistre-gire qui se repousse vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche à chaque fois. Qu'est-ce que la droite? Bah, c'est tout ce qui a été rejeté du mauvais côté, j'insiste bien, pas du côté droit, non, du mauvais côté de cet axe en mouvement perpétuel. et on pourra terminer en disant que l'incapacité ou la grande difficulté, comme je le disais tout à l'heure, de définir la droite, en revanche, exprime parfaitement et révèle parfaitement ce qu'est la gauche ou ce qu'est devenu la gauche, un progressisme qui ne se régule plus. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus, il y a tellement de sujets dont on pourrait évoquer à travers tout ce qu'on a dit, finalement, la sécularisation et l'athéisation complète de la gauche a comme d'une certaine manière fait sauter le surmoi qui cadrait l'ambition révolutionnaire. Et on se retrouve maintenant avec un désir de fracture, au sens littéral, un désir, un désir nihiliste sans régulation. Et je pense que c'est pour ça qu'une certaine extrême gauche, à l'image des Mao, mais eux c'était spirituel, c'était assez paradoxal, mais là on a une certaine extrême gauche sans métaphysique, sans fondement, sans absolu, dont le seul débouché existentiel, et je le dis pour eux s'ils m'écoutent ce soir, faites attention les amis, parce que la seule conséquence logique de tout ceci, c'est le suicide. Hein. Donc, voilà. Je C'est ne veux le pas terminer sur une constat note triste. de l'échec à créer un homme nouveau qui aboutit généralement au suicide, le suicide que l'on commet parfois en essayant d'entraîner le plus de gens possible dans sa chute. Et si on commence à dérembourser par la Sécu les psychotropes, welcome. Hein. Bon, allez, c'était une fin un peu dure. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'avoir cette conversation avec vous, chers camarades. Le Et, plaisir était partagé, écoutez, et puis nous nous reverrons rapidement pour aborder d'autres thèmes. et je pense que notre public exigera, parce que si ça l'a intéressé, et parce que c'est assez légitime vu tout ce qu'on a dit, exigera beaucoup de prolongement, ce qui fait qu'à titre personnel, je parle au nom de nous deux, si tu me l'autorises, nous nous sommes donné un joli programme de plein de sujets d'émission aujourd'hui. Voilà. Allez, Allez, sur ce, au continuez à revoir tout le vivre avec monde. panache et à penser avec panache.